Cessez d'être gentil, soyez vrai, qui était le titre de son premier livre. Et là, bim, le truc me monte directement, je me suis dit, je vais y aller. Un individu ne peut pas être dissocié de son environnement. Tout est relation. Avant 40 ans, ce qu'on va construire, c'est notre moi social. Et après 40 ans, ce qui va s'imposer à nous, c'est notre moi personnel. Ma façon est très intelligente. On écrit ce qu'on dit. Je ne suis pas responsable de ce qu'on a fait de moi, mais je suis responsable de ce que je fais, de ce que je fais, de ce qu'on a fait de moi. Merci d'accueillir donc David et notamment la Gestalt thérapie. Certains connaissent cette pratique sans doute, d'autres vont la découvrir. Bienvenue sur les canapés David. On va parler bien évidemment de votre accompagnement et le parcours parce que c'est surtout ça qui est intéressant et c'est pour ça qu'on a créé l'index évidemment, c'est de se dire que si demain je veux être accompagné par vous notamment, praticien, thérapeute, coach et autres, ce qui m'intéresse c'est de connaître l'énergie, le parcours de vie et ce qui fait la légitimité que vous revendiquez aujourd'hui et que vous acceptez d'afficher. D'abord, est-ce que c'est un exercice facile ? D'être là ? Ouais. Pas tellement. C'est ce qu'on appellerait sortir sa zone de confort ou pas ? Oui, en quelque sorte. Ouais. Ouais. Enfin, disons qu'il y a un côté de moi qui trouve ça amusant, mais oui, c'est un peu stressant quand même. Si je reconnais un petit peu tout ce qui est en moi, oui, il y a un peu de stress. Surtout que vous êtes issu quand même d'un cursus qui est aux antipodes de ce que vous préconisez aujourd'hui et ce que vous êtes, puisque vous avez un cursus quand même de classe préparatoire, diplôme d'ingénieur, un master 2, je crois, DESS. Bon, on n'est pas tout à fait dans l'univers des thérapeutes. On n'est pas tout à fait dans l'univers des thérapeutes, ouais. Est-ce que... Comment j'y suis venu ? Eh oui. Comment on commence ? C'est... Une prise de conscience ? En fait, je dirais c'est des petits cailloux semés par la vie au fur et à mesure. Il y a plein de petits cailloux que j'ai pas voulu ou que j'ai pas pu recueillir. Et puis, à un moment donné, il y a comme une évidence qui a fini par s'imposer à moi. Mais il y a eu quand même plusieurs choses qui sont venues, et on va dire assez tôt, dès mes études. Par exemple, quand j'étais en DESS, donc c'était un DESS assez généraliste et on avait un cours de psychosociologie des organisations et je trouvais ça super et comme c'était un cursus où il y avait à la fois des formations initiales comme moi et des formations continues, c'est-à-dire des gens qui travaillent, on avait une psy en fait dans la formation et elle nous a fait une conférence sur la PNL, programmation neurolinguistique. Et en fait, c'était une découverte pour moi, j'avais une vingtaine d'années et je me suis dit mais c'est génial ce truc. Et en fait, je me suis acheté un bouquin sur la PNL. Donc ça commence par là. Oui. Bon, est-ce que ça ébranle un petit peu toute la structure du scientifique, en tout cas de l'ingénieur que vous étiez ? Pas encore, je crois pas, non. Non, il y avait beaucoup trop de conditionnement et de... Non, pas encore. Bon, en tout cas, il aura fallu que le corps vous dise stop. Oui. Alors, le corps et des événements de la vie. Par exemple ? Je dirais en premier lieu, la séparation avec ma compagne qui était la mère de mon fils. Quand mon fils avait pas tout à fait 3 ans. Ça a été un gros choc. Le premier gros ébranlement, c'était là. Un peu avant, en 2005, il y avait la mort de mon père aussi, qui était assez, très significatif pour moi. Il y a eu la naissance de mon fils, encore avant, si je rembobine, en 2004. Mais ça, c'était un événement très, très positif. Mais, joyeux, bien sûr. Oui, bien sûr, mais un chamboulement, pour le coup. Oui, un chamboulement. Et pendant les premières années de mon fils, quand il était petit, j'avais l'habitude de dire que mon fils était mon maître à penser. C'est-à-dire qu'il m'a réconcilié, ou il m'a fait redécouvrir une forme de pensée beaucoup plus... un rapport à la vie beaucoup plus simple. Voilà. Mais après, si on veut vraiment parler de premier gros événement marquant, c'est un clash. Alors c'est encore avant, je dirais. C'est encore avant ? En 2007, juste après ma séparation, j'ai un mail qui arrive. À cette époque, je suis commercial grand compte. J'ai un mail qui arrive sur ma boîte mail professionnelle des dirigeants commerciaux de France. Moi, je n'étais pas du tout adhérent aux dirigeants commerciaux de France. Et bon, voilà, le truc arrive, j'imagine que j'étais dans leur liste de diffusion, je ne sais pas comment, etc. Et ils faisaient leur gala annuel à Metz. Et ils avaient invité une personne que je ne connaissais pas du tout, qui s'appelait Thomas Dansembourg. Bien sûr, ex-avocat. Exactement. Ouais. Et le titre, en fait, de la conférence, c'était « Cessez d'être gentil, soyez vrai », qui était le titre de son premier livre. Et là, bim, le truc me monte directement, je me suis dit...
Je vais y aller. Parce que est-ce que ça veut dire que l'étiquette de gentil, au-delà du titre, c'est une étiquette qui vous collait à la peau? Oui, il y avait vraiment... si vous voulez, ma vie, il a commencé... Enfin, ce que je pensais être le cours de ma vie avait pris une direction inattendue, tout s'ébranle. Et en fait, je crois que j'étais en quête de vérité. Ouais, c'est ça. Donc ça m'a parlé directement. Et j'arrive à la conférence, donc je connaissais strictement personne, on était plusieurs centaines de personnes. Et dans la conférence, j'avais l'impression qu'il s'adressait qu'à moi. Mais vraiment, c'est incroyable. Donc je suis allé à la fin de la conférence acheter son livre, c'était son deuxième livre, dont le titre est aussi très très évocateur, c'est Être heureux, ce n'est pas nécessairement confortable. Et donc j'ai acheté le bouquin. Ça aussi, ça bouscule. Hein. Oui, ça bouscule. J'ai acheté le bouquin, je l'ai dévoré. Mais j'en ai... On va dire que j'ai laissé le truc encore un peu inachevé. Ça avait besoin de consolider, quoi. Ouais. Il fallait en tout cas que ça travaille de l'intérieur et que ça chemine. Oui, ça chemine, exactement. Ouais. Mais là, c'était vraiment la première. Et je me suis dit, waouh, c'est génial. Et de là, j'ai acheté plein de livres de développement personnel, ce genre de choses. C'est un sujet qui m'intéressait dans l'absolu. Mais c'est vrai que j'en ai pas fait encore, j'en avais pas fait à l'époque une priorité dans ma vie. Alors évidemment, les choses sont classiques. La carrière, 20 ans comme ingénieur commercial. À 30 ans, vous devenez papa. Ouais. Voilà. À 33 ans, vous vous séparez de la mère de votre fils. À 35 ans, vous quittez votre région. Oui. Pour rester proche, évidemment, de votre petit garçon. Et puis à 40 ans, il y a limite le craquage, comme on dit. On est à la limite du burn-out. Donc là, quand on dit que le corps parle, c'est peut-être aussi à cet instant alors là, une prise de conscience. Là. Oui, à 40 ans... Alors déjà, il y a l'approche de la quarantaine. Petite crise qui va bien. Qui est significative. Hein. D'ailleurs, c'est théorisé aussi par les psychologues. Hein. Absolument. Donc voilà. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que, je ne sais plus lequel, je crois que c'est Gregory Bateson, mais je ne suis pas sûr, il disait qu'avant 40 ans, ce qu'on va construire, c'est notre moi social. Et après 40 ans, ce qui va s'imposer à nous, c'est notre moi personnel. Je crois qu'en fait, c'était là pour moi. Et ça s'est matérialisé comment? Ça s'est matérialisé par une sciatique. Je me suis pris une sciatique, mais carabinée. C'est la fameuse expression « j'en ai plein le dos ». Ouais, probablement. Sans doute, hein, qui doit... Ouais. Et j'avoue que le cap des 40 ans était un cap, je sais pas, symbolique pour moi, difficile, comme un premier bilan de sa vie. Et comme disait Thomas d'Ansembourg, j'étais pas spécialement malheureux dans ma vie, mais j'étais pas spécialement heureux non plus, en fait. Donc, je me suis traîné cette sciatique pendant presque toute l'année de mes 40 ans. Je me souviens à ma kiné, je lui dis, mais quand est-ce que je vais m'en sortir? Parce que c'est bientôt mon anniversaire quand même, j'aimerais bien en profiter, mes 40 ans. Et elle m'a dit, oui, mais vous en faites pas. Mais je me suis traîné ça pendant, je sais pas, 6, 8, 9 mois, en fait. Et c'était fou parce que j'avais tellement mal au dos que quand j'allais au bureau, je devais m'allonger par terre. Littéralement, je m'allongeais par terre. Donc là, encore une fois, c'est assez symbolique. Mais j'en fais rien, en fait. C'est ça. C'est ça qu'il faut. Pas. Non. Et c'est peut-être là où le corps vous dit qu'est-ce que tu n'as pas compris. Je m'obstine encore un peu. Qu'est-ce que tu n'as pas compris? Il fallait que je m'obstine encore un peu. Ouais. En fait, c'est parfait parce que on est en trinôme. Donc, il y a quelqu'un qui représente l'enfant et l'autre représente un parent. Et l'autre, le conseillant, il est témoin. Donc, même si on est 100 personnes, vu qu'on est en trinôme, ça fonctionne super bien dans le triangle et c'est tout ce qui compte. Au contraire, on est plutôt à l'aise finalement qu'il y a plusieurs personnes qui sont en train de vivre la même chose à côté de nous. De révéler, de faire ressortir des choses qui sont un petit peu cachées, enfouies, et grâce au partage avec les autres, c'est vrai que ça prend une ampleur et un côté émotionnel assez important. Prise de conscience sur justement l'inconscient. En fait, il y a des choses que je croyais être dans mon enfance. Je croyais avoir été perturbé par des situations. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était pas forcément ce que je croyais m'avoir perturbé qui me perturbait. Jusqu'au jour où il y a cette accroche, avec un accrochage assez violent presque avec un de vos collaborateurs, dans votre hiérarchie, je crois que c'est ça? Oui, c'est ça. Alors, il y a eu un autre événement avant, c'est que mon directeur des ventes m'a proposé d'être coaché
Et moi, pareil, un peu comme par intuition, j'ai sauté sur l'occasion. Je me suis dit, ouais, le coaching, ça m'intéresse. Et j'ai été accompagné par une femme, donc à l'extérieur de l'entreprise, pendant 6 mois. Et là, c'était vraiment une découverte pour moi. Et je lui ai dit, elle s'appelle Catherine, je suis toujours en contact avec elle d'ailleurs. Je lui ai dit, Catherine, ce que tu fais un jour, j'aimerais le faire. Je ne sais pas comment. Je ne sais pas en fait comment je vais y arriver, mais ça, j'aimerais vraiment le faire. Donc il y avait le je sais pas comment, mais je sais pourquoi. Oui. Accompagner les gens comme ça, il y avait quelque chose qui résonnait beaucoup, beaucoup pour moi en fait. Et je me sentais de plus en plus étriqué dans mon rôle de manager, en plus avec l'entreprise qui impose certaines règles avec lesquelles j'étais de moins en moins en accord. Donc voilà. Et ça c'est resté encore, voilà, on va dire que c'est une étape supplémentaire de la germination en fait, de la graine. Une brique supplémentaire sur le process de changement. Exactement. Et de mutation. Mais là, encore une fois, ça reste là, en fait. Ça reste un peu dans le fond, mais ça ne vient pas en figure, comme on en parlera de la Gestalt, justement, figure-fond. Exactement. Et donc, ça reste un peu dans le fond. Et, comme vous dites, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'avais un directeur des ventes que j'aimais beaucoup, avec qui ça se passait très bien, voilà, et il change, il évolue, et une autre personne prend sa place. Et ça ne matche pas. Ben, pas tellement. C'est-à-dire, au début, oui, et moi, j'ai fait en sorte que sa prise de fonction se passe bien, parce que moi, j'étais un des plus anciens de l'équipe. Donc, j'avais une très bonne connaissance de mon métier et des dynamiques, etc. J'étais sur mon poste depuis une durée anormalement longue, ce qui a été, en fait, la raison pour laquelle mon manager a voulu me faire évoluer, comme on dit, vous voyez. Voilà, parce que c'est les codes et les usages, on reste pas trop longtemps en poste parce que je sais pas quoi en vérité. Mais voilà, ça se fait pas. C'est le time to move, comme il disait. Donc moi j'étais dans le largement time to move dépassé. Donc ça se passe pas bien. Il commence à me chercher un petit peu des poux dans la tête, comme on dit, et ça se passe de façon assez insidieuse parce qu'il n'y a pas d'écrit. On fait que des entretiens, mais on fait que des entretiens à l'oral. Et moi, au début, je crois que j'ai eu du mal à comprendre ce qui se passait. Parce que j'ai toujours été quelqu'un de très engagé. Voilà, j'avais un petit peu les félicitations du jury, entre guillemets. Je crois que ça arrive en 2018. En 2017, je faisais partie d'un programme interne qui s'appelle Manager Excellence. Enfin, voilà. Oui, donc tout est en place et voilà, il n'y a aucune remontrance à avoir, ni explication, ni... Alors, si ce n'est que les résultats de l'équipe étaient un petit peu en berne, mais encore une fois, quand on est là depuis longtemps, on comprend les dynamiques et on sait que tout ça, c'est cyclique. Bien sûr. Bon, et bref. Et donc, il n'a pas voulu... c'était difficile de lui faire entendre raison, d'autant plus qu'il y avait vraiment pas... C'était pas vraiment factuel, en réalité. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, je me suis dit, quand j'ai compris ce qui était en train de se jouer, je me suis dit, je vais pas me laisser faire. Donc, je lui ai demandé de formaliser. Je lui ai dit, écoute, à partir de maintenant, tout ce que tu me dis, tu vas me le formaliser. Et forcément... C'est le début de la fin. Exactement. Là, il s'est un peu raidi comme ça. Oui, bien sûr. Et il m'a dit, mais il y a deux façons de faire, David. Il y a une façon intelligente, et je l'ai coupé tout de suite, et j'ai dit, non, mais ma façon est très intelligente. On écrit ce qu'on dit. Voilà. Oui, c'est un côté procédurial ou procédurier. Mais que l'entreprise impose. Vante oui, tout bien le temps. Sûr, bien sûr. Donc, voilà. Donc, c'est le clash de trop ? Alors, c'est le clash de trop, oui et non. D'une part, alors, pour vous dire, j'ai dû prendre un avocat. En fait, moi, ce qui m'intéressait, je suis allé voir un avocat, et c'était une avocate, et je lui ai dit, écoutez, voilà ma situation, et moi, ce que j'ai envie de savoir, c'est est-ce que l'entreprise est dans son bon droit de faire ça ? Si elle est dans son bon droit et qu'elle respecte le code du travail, bien joué, tout va bien. Si en revanche, elle n'est pas dans son bon droit, moi, je veux quand même rien que marquer le fait qu'elle n'est pas dans son bon droit. Justice, exactement. Et il s'est avéré que non, elle n'était pas dans son bon droit. Donc, c'est la position que j'ai fait valoir. Et à partir de là, tout s'est arrêté. C'est-à-dire tout le processus qui était, la machinerie qui avait été en place s'arrête net, parce qu'ils ont compris qu'en effet, là, j'allais pas me laisser faire, entre guillemets. Mais en même temps, comme il y avait ces petites graines, voilà,
je me suis demandé si la vie ne me faisait quand même pas passer un message. Souvent, ces messages qu'on a du mal à entendre. Énième message. Exactement. J'ai envie de dire. Sauf que vous vous êtes posé à un moment donné pour vous poser la question. Oui, exactement. Je me suis dit, là, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose quand même à comprendre ? Et il se trouve que j'étais suivi par une thérapeute déjà à cette époque. Et de la même façon, chemin faisant, avec son accompagnement, je lui ai dit, écoutez, elle s'appelle Isabelle. Isabelle, ce que vous faites, j'aimerais bien le faire. Sauf que là, elle m'a conduit à passer à l'action. Elle m'a dit, OK, pas de problème, David. Donc, ce que vous faites, c'est que pour la semaine prochaine, quand on se revoit, vous me faites la liste. Voilà, vous regardez toutes les écoles en fait, qui existent à Nantes de psychothérapie et voilà. Je n'y connaissais pas grand-chose. Et je fais la liste des écoles qui sont à Nantes. L'impératif, c'est que moi, j'étais en poste. Donc, je ne pouvais pas non plus tout abandonner comme ça. Il fallait que j'ai une formation qui me permette de continuer à travailler. Et je tombe, donc je fais 3-4... voilà, j'arrive avec ma petite liste à la séance d'après, et je dis, voilà, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et il y a la Gestalt. Il y a une école de Gestalt. Oui, voilà, on va dissiper un malentendu, ça se dit Gestalt. Oui, moi, j'ai noté la psychologie de la forme, oui, c'est ça, oui. Vous nous expliquez évidemment de quoi il s'agit. Donc, et elle me dit, la Gestalt, c'est bien. La Gestalt, c'est bien. Et en plus, moi, à l'époque, je ne savais pas trop ce que je voulais. Je voulais peut-être rester encore un peu dans le monde de l'entreprise, c'est un monde que je connaissais bien, et Dieu sait qu'il y a beaucoup de choses à y faire dans ce domaine-là. Et elle me dit, en plus, la Gestalt, ça marche bien aussi dans le monde de l'entreprise. Bon, alors ni une ni deux, je commence un petit peu à me documenter un peu plus, et cette école proposait un premier week-end qu'ils appelaient Nouveau Départ. Et en gros, c'était on s'inscrivait au premier week-end, et si on sentait que c'était bon pour nous, on continuait sur le reste de la formation. Donc le principe, c'était quoi alors, la Gestalt ? La Gestalt, alors, c'est une thérapie qui a été créée, on va dire, par un Allemand, Friedrich Perls. Avec un nom comme ça peut être allemand. Friedrich Perls. Au milieu des années 50, l'acte de naissance, on va dire, de la Gestalt, c'est la sortie d'un livre en 1951. Mais ce qui est intéressant, c'est que la Gestalt, c'est aussi le parcours de son fondateur. Donc, comme beaucoup à cette époque-là, Perls, il naît à la fin du 19e siècle, donc dans les années 1890, il va découvrir la psychanalyse. Donc, il va être en analyse 2 fois. Et après, parce que c'était vraiment une période assez riche, ça fourmillait à cette époque-là, il va découvrir d'autres courants comme la phénoménologie, la philosophie existentialiste, et d'autres. Il a aussi, je crois qu'il a été aussi influencé par le Tao. Et donc, il a fait ils ont conçu ou conceptualisé cette théorie-là, cette thérapie de la Gestalt, qui est la suivante, c'est que, en gros, ça part du principe qu'un individu ne peut pas être dissocié de son environnement, que tout est relation, et que la psychologie, elle n'est pas tant à aller chercher à l'intérieur de soi, vision psychanalytique, mais plutôt dans le contact entre l'individu et son environnement. C'est à ce niveau-là qu'il faut étudier ce qui se passe. Alors c'est vraiment intéressant parce que ça va presque à l'encontre de ce qu'on entend régulièrement, notamment dans le développement personnel, voire ce développement spirituel, où on dit que avant de commencer une thérapie, un accompagnement ou de se pencher sur ces sujets, il faut déjà commencer par faire un travail à l'intérieur de soi. Donc la Gestalt, c'est pas nécessairement ce travail-là que l'on fait. Alors, disons que c'est par le contact avec l'extérieur et avec l'environnement que va se définir ce qui se passe à l'intérieur. Qu'est-ce qu'on appelle environnement ? L'environnement, c'est n'importe quoi. Ça peut être une autre personne. Ça peut être, l'environnement professionnel dans lequel on est, l'environnement familial. Ça peut être une maison aussi, ça peut être un bureau, une maison, ça peut être un lieu. Oui, un environnement également physique. Et en gros, on va regarder comment on entre en contact ou pas avec l'extérieur. Et donc, ce contact, il passe par... vous voyez, en fait, on va dire que la Gestalt, elle nous considère presque comme une cellule. Donc, une cellule, vous avez une membrane, vous avez un noyau, voilà, à l'intérieur de la membrane, c'est la cellule, à l'extérieur, c'est plus la cellule. Et la membrane, donc, c'est ce qui délimite la cellule, mais c'est aussi à cet endroit-là que se font les échanges avec l'extérieur.
pour la Gestalt, ça s'appelle la frontière contact. Et on va regarder à la frontière contact, qu'est-ce qui se joue, comment se font les échanges avec l'extérieur. Voilà. Globalement, c'est ça. Donc, on dit que c'est la thérapie de la relation par excellence, parce que tout est relation. Et là où je vais juste un petit peu nuancer ce que vous avez dit, c'est que la première des relations que l'on doit avoir, c'est avec nous-mêmes. Avec soi-même. Je m'attendais à cette phrase, Mais évidemment. Oui. Alors, si on prend, pour essayer d'imager les choses, et encore une fois, de vulgariser le propos, et être très pédagogue là-dessus, un exemple pratico-pratique. Comment est-ce que une séance, un accompagnement avec vous, se déroule dans les grandes lignes, alors, et au travers de cette approche spécifique? Alors, on va inviter la personne à être le plus en contact avec l'ensemble de son être. D'accord ? Je pense que je vous apprendrai rien en vous disant qu'il y a beaucoup de personnes qui se situent que là. Tout est dans l'intellect, leur contact, on va dire, avec le réel, ou ce qu'ils pensent être le réel, l'environnement, passe par l'intellect. Et en faisant fi de plein d'autres perceptions. Et donc, Pearls, lui, il posait 4 questions aux personnes qui venaient le voir. C'est qu'est-ce que tu ressens, mais dans ton corps déjà. Physiquement, exactement. Donc, moi, c'est souvent ce que j'invite les personnes à faire. C'est, OK, qu'est-ce qui se passe là ? Mais à l'instant T de la discussion. À l'instant T, dans l'ici et maintenant. Okay. On vient de parler de quelque chose, elle vient de parler de quelque chose, dans sa vie actuelle ou dans sa vie passée, où on a eu juste une interaction. Et moi, je vois, en fait, il y a quelque chose qui a changé, et je lui demande, qu'est-ce qui se passe ? Ça, c'est la première question. Oui. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous ? Comment c'est là ? Je me sens tendu, je sens que je suis... Ouais, bon, déjà, se reconnecter à notre corps, ça, c'est la première chose. Ensuite, après, essayer de... Qu'est-ce que tu ressens, mais dans le sens, qu'est-ce que tu ressens comme émotion ? Et ça, c'est difficile en vérité. Il y a plein de gens qui ne savent pas. Ils ne savent pas nommer l'émotion. Ils savent très bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais ils ne savent pas nommer l'émotion. On résume souvent les choses en disant qu'il y a une sorte de mal-être, un ressenti où je me sens pas... je sais que je ne me sens pas bien, mais identifier précisément le pourquoi, c'est la question qu'on invite, enfin qu'on pose, c'est OK, mais je sens bien qu'il y a une émotion là. Quel nom vous pourriez donner à cette émotion ? Qu'est-ce que c'est ? Tristesse, colère. Exactement, tristesse, colère, etc. Et on voit aussi qu'il y a des émotions qui sont difficiles à contacter. Parce que ça peut être des émotions qui ont été bannies dans la famille, qui n'étaient pas accueillies. Or, un être complet, c'est un être qui est capable de contacter toutes les émotions. La troisième ? Ensuite, c'est qu'est-ce que tu veux ? Qu'est-ce que tu veux ? Et en l'occurrence, en s'adressant au thérapeute, qu'est-ce que tu attends de moi ? Qu'est-ce que tu veux de moi ? Là aussi, c'est une question qui est pas forcément évidente à répondre. Et la dernière que j'aime bien, c'est qu'est-ce que tu évites ? Qu'est-ce que tu es en train d'éviter ? Qui me paraît la question la plus difficile. Oui. Si on faisait l'exercice-là, ça serait celle qui serait pour moi la plus difficile. Qu'est-ce que tu es en train d'éviter là ? La plus simple des 4, moi j'aurais dit qu'est-ce que tu attends de moi ? L'aide. Ouais, figurez-vous que quand je pose la question, je n'ai pas. Enfin, c'est assez fréquent que les gens me disent, je ne sais pas. Sur cette question-là. Ouais. Je ne sais pas vraiment. Et la plus facile, c'est l'émotion ? Oui, l'émotion. Oui, l'émotion. Malgré tout, l'émotion, même si c'est un peu brouillé, mais c'est l'émotion. Ouais. Une fois que vous avez posé ces 4 questions, ce sont les réponses qui permettent de commencer l'approche ? Les réponses, mais aussi le non-verbal. Oui. Rien que parfois ces émotions peuvent déclencher des émotions, des réactions fortes, comme des pleurs, voilà. Et ce qui est important déjà à ce moment-là, c'est que la personne se sente accueillie. Ça, c'est super important qu'elle se sente accueillie pour ce qu'elle est en train de vivre à ce moment-là. Alors, si je me fais, David, l'avocat du diable, de temps en temps, je pousse un peu les questions. Quelle différence y a-t-il avec une séance classique de psy ? En effet, on est dans la même... Un psy pourrait poser ces 4 questions-là.
Oui, on est dans la même logique. Simplement, le Gestalt praticien, le Gestalt thérapeute, lui, il est très actif dans les séances. Alors, ça peut convenir comme ne pas convenir, mais moi, je remarque que ça convient beaucoup. C'est pas, vous savez, c'est un peu la caricature, mais c'est pas le Mon Dieu. Vous voyez. Oui. Non, au contraire. Nous, on va aussi nommer ce qu'on ressent. Vous, en tant que thérapeute? Oui, tout à fait. Okay. Quand vous me dites ça, voilà moi ce que je ressens. Ok, donc ça fait écho chez moi. Exactement. Et c'est cet échange-là qui est constructif. Par exemple, quand elle me parle d'une situation, la personne me parle d'une situation où, alors, elle est tellement coupée de ses émotions qu'elle en parle comme si c'était un film qu'elle allait regarder, elle ressent rien. Or, il y a quand même des choses très dures qu'elle nomme. Et moi, je lui dis, vous savez, moi, quand je vous entends me raconter votre histoire, moi, je ressens de la colère. Vous êtes-vous déjà demandé si le tarot était bien plus qu'un simple jeu de cartes? Rejoignez-nous pour un webinaire exclusif avec Moreno Fasari, tarologue de renom, formé par Jodorowsky, qui vous révélera comment le tarot peut devenir un miroir de votre âme et transformer votre vie. Découvrez les secrets de votre inconscient, apprenez à lire les cartes sombres, comme la mort ou le diable, et participez à un atelier pratique en direct. Inscrivez-vous maintenant. Les places sont limitées. Le lien est dans la description ou en haut à droite de votre écran. Ne ratez pas cette opportunité unique de percer les mystères du tarot. Est-ce que c'est pas aussi le danger que de projeter l'émotion que vous ressentez dans le discours de votre patiente ou cliente sur elle, alors que c'est une émotion qui vient de chez vous? Oui. Alors, mais je me sers aussi de ce que je ressens. Okay. Et très souvent, très souvent, ce que je ressens est aussi ce que la personne ressent, mais qu'elle n'ose pas nommer. C'est ça. Mais peu importe, même si je me trompe, il est important que la personne puisse s'emparer de ça en disant non, en fait, moi, c'est pas tout à fait ça. Moi, ce serait plutôt la tristesse. Moi, ce serait plutôt la frustration. Et là, on peut commencer le dialogue. Voilà, mais c'est ça que j'aime bien en fait dans la Gestalt, c'est le fait que l'autre premier outil, le premier outil de la Gestalt, c'est nous-mêmes, et notamment nos ressentis. Mais on peut dire des choses très confrontantes. Alors moi, je le dis pas parce que c'est pas ma coloration, mais il y a des thérapeutes qui peuvent dire, voilà, vous savez, quand vous me racontez votre histoire avec ce ton monocorde, etc., moi, je m'ennuie. La violence. Oui. Alors ça, c'est extrêmement confrontant. Ah, c'est sûr. C'est extrêmement confrontant, mais ça oblige la personne aussi on va dire, à se responsabiliser. Et à se reprendre. Dans la manière dont on va pouvoir verbaliser les choses, dire les choses. Et elle peut très bien dire, c'est marrant ce que vous me dites, parce que c'est marrant. Parce que c'est ce que souvent les gens me disent. Ah oui, c'est ça. Ouais. Il faut qu'elle se réapproprie. Il faut sortir de ce rôle de victime. Il faut se réapproprier, c'est se responsabiliser à nouveau et sortir du rôle de victime. Ce que l'on dégage... Pardon ? Alors que c'en est une. Oui, c'en est une. Dans certaines situations, il y a des victimes. Oui, bien sûr, dans certaines situations extrêmes. Parce qu'on dit, oui, extrêmes. Et on dit souvent que il y a des, comment on dit, pas coupables, mais responsables, ou quelque chose comme ça. Donc, la victimisation, effectivement, on dit pas de victimisation, sauf que parfois, c'est le cas. Bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que la victimisation, c'est quand systématiquement, on va imputer à l'autre nos problèmes. Et on nie notre part de responsabilité dans l'expérience. Or, notre première responsabilité, quelque part, par exemple, je dis n'importe quoi, mais on a un besoin. Et on va systématiquement attendre de l'autre qu'il comble notre besoin. Alors que la satisfaction de nos besoins, c'est notre première responsabilité. Donc c'est important de se réapproprier sa responsabilité dans l'expérience. Mais comme vous dites, sans la culpabilité. La responsabilité, c'est le pouvoir d'action. Je suis responsable, donc quelque part, j'ai aussi le pouvoir de faire changer les choses. Il y a cette phrase de Sartre, je crois, qui disait « Je ne suis pas responsable de ce qu'on a fait de moi, mon enfance, etc., mais je suis responsable de ce que je fais, de ce qu'on a fait de moi. » Et ça change tout. Il faut remettre les gens en mouvement. Il faut qu'ils sentent qu'ils ne sont pas, qu'ils ne peuvent, que le seul chemin, qu'ils sentent que le seul chemin n'est pas de subir.
Donc ça veut dire que votre accompagnement passe évidemment par le verbal et l'échange que vous pouvez avoir, mais également par la communication non verbale. Oui. C'est ce qu'on appelait la synergologie, enfin en tout cas cette communication des gestes, Oui. des mimiques parfois, etc. Donc parfois ces mimiques-là et cette communication non verbale peut être à l'opposé de ce qui est dit verbalement. Tout à fait, oui. Parce qu'on peut avoir une posture qui n'est pas du tout raccord avec ce qui est dit verbalement. Et ça, en fait, on le nomme. C'est ça. Nous, on va le nommer sans jugement et en invitant la personne à s'en emparer en disant « Bon, moi, je vois là que vous me dites ça, mais je pourrais vraiment sentir que ce n'est pas du tout ce que votre corps exprime. » Wow. Et quand vous le dites sur ce ton-là, on sent que la remise en question qu'il peut y avoir. La réflexion de se dire « Mais comment ? Comment est-ce possible ?» Vous voyez ce que je veux dire ? La plupart du temps, c'est quand même bien accueilli. Et c'est là que le travail commence, alors. Oui, mais même quand c'est pas bien accueilli, c'est aussi de la matière. C'est aussi de la matière. Voilà, les gens, quand ils arrivent en séance, ils arrivent avec les mêmes mécanismes de protection qu'ils ont en dehors. Sauf qu'en dehors, ils n'en sont pas conscients, pas tout le temps. Et en séance, nous, on va leur faire prendre conscience de ça, pour qu'ils s'en emparent. Et qu'ils regardent ce qui est bon pour eux de changer. Combien de temps dure une séance, en général ? Entre 45 minutes et 1 heure. Et donc, du coup, effectivement, c'est un peu... Alors, et c'est bien que vous ayez éclairci les choses, parce que c'est un peu une séance de psy, sauf qu'elle est méthodologiquement faite différemment. Oui, c'est ça. C'est une psychothérapie, c'est une psychothérapie, bien sûr. Alors, encore une fois, vous voyez même, bon, pas rentrer dans le détail, mais en Gestalt, il y a aussi les 3 fonctions, comme en psychanalyse, il y a les 3 fonctions, le moi, le ça, le surmoi. En Gestalt, il y a le moi ou le je, le ça aussi, et un autre truc qui s'appelle la fonction personnalité. Donc, mais il y a une influence de la psychanalyse. Maintenant, Pearls, lui, c'était un peu l'enfant rebelle de la psychanalyse, donc il a voulu se différencier. D'ailleurs, il avait un lien aussi, je crois qu'il aurait voulu être reconnu par Freud, comme beaucoup d'ailleurs. Donc il s'est construit un peu avec ça. Mais ce qui est important, je trouve, dans cette approche intégrative, parce que lui, c'est son parcours, c'est de faire la Gestalt que l'on est. Et moi, je fais la Gestalt, j'essaye de faire la Gestalt que je suis, qui n'est pas la même Gestalt qu'un autre. Exactement. Donc vous personnalisez quand même Exactement. les choses. Et en fonction, cette personnalisation se fait en fonction... de qui je suis, de qui vous êtes, de votre énergie, de votre éducation, de votre parcours, exactement, de vos acquis, etc. Exactement. Et de vos blessures aussi. Et de mes blessures, exactement. Ouais, tout ça. J'essaye de m'emparer de tout ça quelque part. Et puis pour le mettre en séance. Je peux vous donner un exemple, c'est que quand j'étais au début de ma pratique, bon voilà, en supervision bien évidemment, et j'avais donc un échange avec mon superviseur, et mon superviseur me posait des questions, j'avais pas les réponses. J'avais pas les réponses. Et à ce moment-là, je me suis dit, mais... c'est pas pour moi. Mais j'y connais rien. Je suis à côté de la plaque. Je suis à côté de la plaque. Ouais. Rendez-vous compte, j'arrivais à une période de ma vie où on est normalement posé. Et là, c'est une remise en cause tellement profonde, mais j'étais aussi dans la courbe d'apprentissage. Bien sûr. Voilà. Mais c'était très, très difficile. Et j'ai voulu tout arrêter. J'ai vraiment voulu tout arrêter. Je me suis dit, non, mais c'est bon, en fait, j'arrête. C'est pas pour moi, je suis trop loin. Et j'ai fait ce que j'appelle ma petite crise existentielle, là, mais qui m'a fait du bien. Et après, la séance d'après, donc en supervision, je lui ai dit, en fait, ce que je comprends, c'est que j'étais loin, mais parce que je voulais faire la Gestalt qui te correspond. Je voulais faire, quelque part, un peu il s'appelle Laurent, je voulais faire le Laurent. Mais non, je n'ai pas à faire le Laurent, en fait. C'est-à-dire lui faire plaisir, entre guillemets. Oui, lui faire plaisir. Répondre à ses attentes, quoi. C'est ça. Et puis même copier presque sa coloration. Oui, je comprends. Ouais, je comprends. Et je lui dis non, mais en fait, j'ai compris que je ne devais pas faire le Laurent, je devais faire le David. Et le David qui a eu son parcours dans l'entreprise, qui a été manager, commercial, etc., etc. Qui a ses acquis et ses faiblesses. Exactement. Et c'est ça, en fait, que je lui ai dit, à partir de ce moment-là, c'est ça que je vais emmener en séance. Et à partir de là, tout a changé. Et c'est là où c'est intéressant, parce qu'on pourrait s'imaginer que dans une approche psy classique, il y a une neutralité du psychiatre ou du psychologue qui est censé être quand même... Là, non. Non, le Gestalt praticien n'est pas neutre. Non, c'est vrai. Il n'est pas neutre. Non, il n'est pas neutre. Donc ça veut dire que
comme un psy ou autre, il faut trouver son bon praticien. Tout à fait. Certains ne peuvent pas correspondre. Tout à fait. On est d'accord. C'est tout à fait juste, ouais. Et même d'ailleurs, nous, c'est important aussi en première séance de voir si on sent qu'on est la bonne personne aussi pour accompagner. C'est-à-dire que votre client peut vous ressentir, mais ça peut ne pas être réciproque. Absolument. Et c'est vous qui dites stop, non, oui, pas jouable. En fait, ce qui est important, c'est d'être touché par la personne. Si on n'est pas touché par la personne, il vaut mieux expliquer que... En même temps, tous les thérapeutes sont empathiques. Oui, mais à différents niveaux. Ouais. Il y a ce que la personne dégage, son histoire, il faut qu'il y ait des résonances. Et on se sert de ça. Alors bien sûr, après, il y a les mécanismes de transfert et contre-transfert. C'est évident qu'il faut regarder. Mais de la même façon, un transfert et un contre-transfert, c'est aussi de la matière. Ce qui est assez incroyable, c'est de se dire, on pourrait imaginer là aussi, de se dire que qu'un praticien en Gestalt pourrait brouiller les pistes dans la vie de son client, puisqu'il absorbe ses émotions, les propos, l'histoire, le trait personnel, le trait intime de la personne qui vient en consultation, enfin en séance, il est impacté pour le coup. Et comme il doit être empathique pour que la pratique du Gestalt soit vraiment optimale, ça doit être parfois lourd. Pour nous, vous voulez dire ? Pour vous. Oui, il faut se laisser toucher. Oui, c'est ça. Mais il ne faut pas se laisser envahir. Déborder. Oui, exactement. C'est la difficulté. Ça veut dire que ce sont des thérapies à moyen long terme ? Oui, c'est pas une thérapie brève. C'est pas une thérapie non, brève. c'est pas une thérapie brève, non. Ouais. Disons que, alors c'est difficile de donner une durée, mais moi, ce que je constate de ma pratique, c'est qu'il commence à se passer des choses après 1 an. Ouais. À raison de ? Alors, soit toutes les semaines, soit tous les 15 jours. Et comme une psychothérapie, une psychanalyse. Hein. Oui. Ce qui compte, c'est la régularité. Au-delà de 2 semaines, c'est plus vraiment un espace thérapeutique, c'est autre chose, c'est du soutien, c'est voilà. Et au bout d'1 an, ce que j'observe, c'est que là, il y a vraiment quelque chose qui se passe. Qui décide de dire stop ? C'est le client ou la personne, elle est toujours en capacité de pouvoir dire stop quand elle a envie. Quand elle dit stop, moi je vais dire ce que je pense de ça. Évidemment. Et après, elle décide d'arrêter ou de ne pas arrêter malgré tout. Est-ce qu'il y a un code de déontologie, bien une sûr, éthique ? Bien sûr. Code de déontologie, éthique, oui, évidemment. Bien sûr. C'est passionnant parce qu'effectivement, on peut se dire que quand on se retrouve et qu'on décide, notamment de faire des psychothérapies ou des psychanalyses, il y a des très bons psys, il y a des très bons psychologues, et puis il y a peut-être des psys ou des psychologues qui ne correspondent pas à notre façon de voir les choses. Il n'y a pas la fibre, l'énergie, enfin peu importe la manière dont on le nomme ou on l'explique. Et peut-être qu'au travers de la Gestalt, il y a quelque chose à aller chercher, et notamment cette spécificité de l'échange. Oui, la relation. La relation qu'il peut y avoir avec le praticien. De toute façon, aller voir un psy, quel qu'il soit, c'est d'abord et avant tout une rencontre. Il faut qu'il y ait rencontre. Et que ça matche. Exactement. Et là, en plus, ce qu'on va vraiment observer, c'est ce qui se joue dans l'ici et maintenant de la relation entre nous et la personne. Est-ce qu'on consulte à distance pour faire ça ? Oui, en effet. Je fais de la visio, ça fonctionne. Ouais. Oui, ça fonctionne, ouais. Est-ce que ça perturbe pas justement le ressenti ou la manière de... Quand on a les gens en cabinet, il y a quand même des choses qui se passent. Je suis d'accord avec vous. Je trouve qu'en visio, à distance, on perd une partie du message. Je pense. Oui. Et de l'émotion, et du feeling, et puisqu'il y a une relation très étroite, il faut quand même qu'il y ait ça. Il y a une partie du message que l'on perd. Clairement. Ça, voilà, je pense que c'est évident. Mais pourtant, moi, j'ai fait des accompagnements, notamment, j'ai en tête un accompagnement d'1 année ou presque, avec une personne qui était à Lyon. Et c'était un accompagnement très fort, d'un point de vue émotionnel, très très fort, avec un vrai lien. Et on était touchés que ça s'arrête l'un et l'autre, quoi. Pour finir, j'aurais... Oui. Qu'est-ce que les gens
viennent chercher d'abord chez vous? Quelle est la problématique majeure dans le top 3 des problématiques que les gens rencontrent et pour lesquelles ils font appel à vos services? C'est une bonne question. Alors, je pourrais dire que, je vais le dire comme ça, je crois que, en tout cas, les gens qui viennent à moi sont des personnes pour qui le passage à l'âge adulte est compliqué. Okay. Et quand je dis le passage à l'âge adulte, je ne dis pas quand on a 18 ans. C'est-à-dire, il y a vraiment cette idée de je deviens adulte. Je deviens adulte dans ma vie. Donc responsable. Donc responsable, exactement. Ouais, tout à fait. Et ça, j'avais lu ça dans un livre, je trouvais ça très intéressant, mais c'est pas relatif que à la Gestalt, c'est l'idée que la psychothérapie peut s'inscrire aussi comme, vous savez, dans les sociétés traditionnelles, il y a ce qu'on appelle des rites de passage. Justement pour marquer le passage de l'adolescence à l'âge adulte. Et ça, dans nos sociétés à nous occidentales, ça s'est perdu. Absolument. Il y a dans plus les civilisations des peuples premiers et autres, il y a énormément de rites comme ça. Ouais. Et en fait, les gens, ils grandissent, enfin voilà, ils avancent en âge, mais ils sont perdus. Mais ça veut dire qu'à 40 ans, on peut faire un rite de passage? Ben ouais, pourquoi pas, ouais. Ah ouais. Moi, je pense qu'adulte, je ne l'ai pas été à 18 ans. Hein. Bien plus tard. Bien plus tard. Donc, et cette idée d'être adulte, c'est quoi? C'est cette idée de reprendre sa responsabilité, de ne pas chercher à être pris en charge. Et je reviens sur ce que je disais, la responsabilité, c'est aussi s'emparer de son pouvoir d'action. Mais moi, j'étais resté basique sur. Je pensais que vous alliez me répondre. Ce sont souvent des problèmes relationnels, de couple, des problèmes. Ça passe par ça. Ça passe aussi par ça. Oui, ouais. ça passe par des problèmes ça. de carrière, des problèmes de légitimité, des problèmes relationnels dans la famille, des problèmes de. Oui, ça passe par ça. Le problème d'être. En fait, c'est des gens qui se sentent un petit peu perdus dans leur vie. Je dirais c'est ça. Ouais. Oui, avec cette idée que ils n'ont pas les codes et ils n'ont pas les repères. Et ils abordent un nouveau chapitre de leur vie qui peut passer par une séparation, qui peut passer par un nouveau job, etc. Et en fait, ils sont un peu perdus. Que vous avez vécu. Exactement, oui. Oui, tout à fait. Alors, on va mettre évidemment les liens autour de la vidéo pour que vous puissiez entrer en contact avec David, expérimenter, parce que c'est vrai que c'est une approche, je pense que c'est la première fois qu'on parle de la Gestalt sur ABC, et c'est intéressant de voir que parfois, lorsque il y a le mot psy quelque chose, il peut y avoir aussi un petit côté réfractaire, quoi. C'est-à-dire, oh non, mais moi, je ne vais pas voir un psy, moi, je vais pas voir... Oui, et que c'est peut-être plus facile de dire, tiens, je vais faire une séance avec un praticien en Gestalt que d'aller voir un psy. Vous voyez, parce que c'est souvent connoté, à tort, sans doute, mais ça peut être connoté. Donc, cette approche entre ce travail émotionnel, de présence à soi et de ce que vous préconisez, je pense que ça peut être aussi une manière de ressentir les choses et de partager. Oui, tout à fait, ouais. Ces choses-là. Après, ce que vous dites là, moi, ce que je constate, ce que j'observe aussi, c'est que cette réticence, elle est moins opérante dans les jeunes générations. Oui. Les jeunes générations n'ont pas de problème, en fait, à aller voir quelqu'un. Et je vais même vous dire un truc, c'est que les jeunes générations, parfois, il y a une sorte de phénomène de mode qui consiste à dire « j'ai mon psy ». C'est possible. Il y a ça aussi. C'est possible. J'ai mon praticien, j'ai mon coach. Oui, j'ai mon ceci. C'est vrai. Il y a aussi Mais c'est aussi une façon de s'occuper de soi. Mais tant mieux. Oui, c'est tant mieux. Tant mieux. En tout cas, peu importe. L'idée, c'est de faire le travail. On n'est plus à cette image, mais que certains ont. Je suis d'accord avec vous que quand on va voir un psy, c'est qu'on est fou, quoi. Oui, c'est ça. Bon, mais voilà, je pense que ça, c'est un peu générationnel. Oui, c'est générationnel. Et vous avez raison. Voilà, on n'est plus tout à fait sur ce registre-là aujourd'hui. Moi, j'ai des gens de 19 ans qui me contactent. J'ai envie de ça, ouais. Et je trouve ça super. Et pourtant, c'est pas une histoire de passage à l'âge adulte, là, pour le coup. Non, il y a d'autres problématiques. Ça peut ressembler déjà un peu, mais moi, je trouve ça super parce que je leur dis, mais que de temps gagné. Je suis d'accord. Que de temps gagné. Ouais, je suis d'accord. Et souvent, les praticiens qui s'installent ici, lorsque je suis touché par ce qu'ils disent, je dis, mais si on avait commencé par ça, oui. Ça aurait peut-être changé beaucoup de choses. C'est vrai. Dans certaines destinées. C'est vrai.
Merci beaucoup, David Oliva. On met autour de la vidéo tous les liens pour rentrer en contact avec vous. Je rappelle que vous êtes du côté de Nantes, qu'on peut faire les choses à distance, mais en cabinet aussi, je suppose. Dans le monde professionnel aussi. Oui, absolument, dans le monde professionnel. Ouais, c'est ça. Aussi, vous faites. Alors, ça prend une forme un tout petit peu différente, mais dans le monde professionnel, ça marche bien. J'ai fait du coaching, d'ailleurs, dans l'entreprise dans laquelle j'étais pendant 2 ans avant de partir, en introduisant les bases de la Gestalt, oui. Et ça marchait bien. Ça vous a sauvé, quand même. Oui, tout à fait, ouais. C'est vrai. Vous êtes un vrai adulte aujourd'hui, c'est fini. Je crois que je suis de plus en plus un adulte. Un adulte. Ouais, et je le dis sans prétention, mais je suis de plus en plus fier et heureux d'être l'homme que je suis en train de devenir. Super. Et pouvoir l'affirmer comme ça face aux caméras, je trouve que c'est un aboutissement. Bravo. Je trouve. Bravo. Merci. Merci David, bon retour à Nantes. Merci à vous pour vos commentaires bienveillants comme toujours. Vous partagez et on se retrouve quant à nous très vite pour un prochain Portrait Index. Salut.